Audio Jungle. La passion du foot européen nous réunit en ce jour dans le studio Messanyami. Roméo Yetar, hola, comment ça va? Bonjour Angelo, je vais bien. Merci d'être là pour cette randonnée européenne. Allez, nous sommes toujours fidèles au rendez-vous. Absolument. Sa Majesté Fifi, bonjour, comment vous portez-vous? Je vais bien, je salue tout le monde, je salue les auditrices et les auditeurs. Le Paris Saint-Germain? Ça va. Un peu enrhumé, mais ça va. Un peu enrhumé, voilà. justement. Ça va aller, ça va aller. Salut Franck Nouyama. Bonjour Angelo, bonjour le plateau, bonjour à toutes et à tous. Comment vous sentez-vous? Ben on rend grâce, c'est lui seul qui est fort. Ah oui, toujours sans lui, on n'est absolument rien. Bienvenue à Joël Haï, comment ça va? Oui Angelo, je vais très bien pile à l'heure. Bonjour à tous les auditeurs et belle émission. Merci beaucoup de répondre à notre invitation. De quoi allons-nous discuter? Il s'agit des huitièmes de finale de la Ligue européenne des champions, la version aller bien sûr, la belle aventure de l'Atalanta, Liverpool, le champion en titre qui chute du côté du Wanda. En Ligue Europa, Retafe de Djenda Konam renverse l'Ajax pour le bonheur des aficionados de l'international togolais. Ce sont là les sujets des coupes dans la première partie. La deuxième parle du calendrier des majeurs. On va s'intéresser par exemple au match entre Leicester et Manchester City du côté de la Première Ligue, sans oublier un classique du foot français, Paris Saint-Germain, Girondins de Bordeaux. Salut cordial à tous, Théo Javon est à la mise en onde de ce numéro 618. La vidéo porte la signature d'Elom Adovon à retrouver sur radiosportfmtg.com. Aux commandes, je suis Angelo Folikwe. Excellente réception à toutes et à tous. Cette mélodie, on peut l'écouter durant toute la journée. Elle est réservée rien qu'aux clubs champions, les grands d'Europe. On va s'intéresser à cette sortie, on peut dire ratée, du champion en titre Liverpool du côté du Wanda Metropolitano. Roméo Yetor, défaite surprise ou succès logique de l'Atlético? Défaite surprise de Liverpool et puis victoire logique de l'Atlético par rapport à ce que les Colchoneros ont produit face aux Reds. Je disais que cette équipe était méconnaissable parce que cette équipe ne donne plus l'envie de suivre ces rencontres, mais l'autre fois face à Liverpool, on a retrouvé un Atlético qu'on aime regarder jouer. C'était une équipe combative du début jusqu'à la fin. Atlético aurait pu marquer plus d'un but dans cette rencontre, mais bon, c'est 1-0 qui est le score final. Je crois que cette défaite doit faire réfléchir surtout les Reds. C'est la troisième défaite, toute compétition confondue après 43 matchs de disputés. C'est beaucoup et je crois que cette défaite peut-être quelque part arrive à point nommé pour dire aux Reds qu'ils ne sont pas intouchables. Roméo vient de donner les stats, 3 petites défaites en 43 matchs. Fifi, doit-on s'inquiéter pour le club de Jürgen Klopp? Ça dépend des ambitions du club pour la Ligue des Champions cette saison. On sait qu'ils ont gagné la saison dernière. Est-ce qu'ils ont vraiment envie de tout donner dans cette Ligue des Champions? Moi, j'ai l'impression que non. Et peut-être que je me trompe, peut-être qu'ils ont vraiment envie de jouer jusqu'au bout, mais j'ai l'impression qu'ils veulent tout miser sur la Première Ligue, qu'ils n'ont plus gagné depuis 30 ans maintenant et qui ne se donnent pas à fond dans cette Ligue des Champions. Quand vous prenez un peu depuis le début de la Ligue des Champions... Ils ont perdu en poule face au Napoli. Ce n'est pas le grand Liverpool qu'on voit en Première Ligue. Donc je me pose des questions sur leur réelle ambition. Maintenant, si on doit s'inquiéter, si ils ont véritablement pour ambition d'aller chercher encore le titre une deuxième fois d'affilée, mais maintenant, si ce n'est pas ça leur ambition, bon, on se dit... on ne va pas leur en vouloir. On ne va pas leur en vouloir. Mais quand même, quand on s'appelle Liverpool et que depuis le début de la saison en Première Ligue, on ne perd pas et qu'on a un grand écart
qui est un très grand état entre eux et le deuxième. On se dit en Ligue des Champions, ce n'est pas Atlético qui doute cette saison, qui doit en principe faire peur à Liverpool. Franck Nounyama, cette équipe de Liverpool au cœur tir cadré durant toute la partie, les latéraux que sont Robertson et puis Trent Alexander, sincèrement parlant, on les a pas vus du tout. Et puis entre-temps, l'image également de ce match-là, c'est la sortie à la pause de Sadio Mané. Oui, on n'a pas compris. La dernière fois, c'est que la machine de Liverpool était grippée. Il n'y avait rien qui réussissait alors que le club a joué toujours dans sa tradition de porter le ballon vers l'avant. Lorsque vous regardez la ligne offensive, il n'y a pas eu de surprise. C'est Salah, Mané, Firmino. Alors que ce jour-là, il y avait une défense, un milieu très travailleur de l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid a retrouvé un peu l'ADN de son jeu face à cette équipe. Ils ont eu une occasion très tôt. 4e minute, ils ont marqué par Saúl Ñíguez et puis ils ont placé le bus devant. Ils ont empêché Liverpool en fait de pouvoir développer son jeu. Ils ont découragé la ligne offensive. Ils ont découragé Alexandre Arnold qui reste l'un des meilleurs latéraux au monde. Il n'a pu rien faire et la dernière fois, j'ai envie de dire que Liverpool s'en est sorti quand même avec un petit but. C'est tout heureux pour eux. C'est heureux. Ça aurait pu être beaucoup de buts parce qu'ils n'avaient pas leur verve qu'on leur connaît ce jour-là. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Diego Simeone avait placé un 4-4 de classique du côté de Liverpool. Exact. C'était un 4-3-3 d'habitude. Oui, donc ce système classique a permis aux hommes de Diego Simeone de pouvoir étouffer les Reds. Donc c'était quand même une surprise de voir Liverpool battu par un club qui n'a plus gagné en Liga depuis un lustre. Voilà, donc voilà, ce qui veut dire tout de suite que la Ligue des Champions reste une autre compétition et que lorsqu'on fait des exploits dans son championnat, ça ne veut rien dire, ça ne signifie rien par rapport à cette compétition, mais au-delà, Liverpool n'a pas sombré et il reste une chance, on va dire, pour les Reds au match retour. Vous le dites si bien, on ne parle que de la manche aller, chers auditeurs, ne vous inquiétez pas, Liverpool n'est pas encore éliminé de la compétition. On va enchaîner avec un autre match disputé mardi. C'est le Borussia Dortmund dans son chaud bouillant Signal Iduna Park. Joël qui recevait le Paris Saint-Germain et à la fin, c'est Haaland qui a encore fait parler de lui. Naturellement, on s'attendait même à cette prestation. On aurait pu voir Haaland mettre plus de 2 buts. Il avait eu des 2 occasions nettes avant d'inscrire ce doublé. Et surtout ce bijou de frappe, vraiment. Oui, le deuxième but, qui va nettoyer la lucarne de Keylor Navas. C'était retentissant. Hein. Ça y est, je sais, mais je n'ai même pas de mots pour qualifier ce but parce qu'une action pareille, juste un contrôle et une fois. Mais attends, franchement, c'est magnifique. Même le Paris, je peux dire que le Paris n'a pas du tout bien joué puisqu'il y avait une pression énorme qu'on mettait sur les épaules. Paris redoutait cette équipe du Dortmund? Oui, mais en cachette, parce qu'ils s'affichaient comme favoris, mais en interne, parce que dans les vestiaires, après, beaucoup de choses sont passées. Oui, on va en parler tout à l'heure. Réellement, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'allait pas du tout avec le bord de Paris. Mais sur le terrain, Dortmund n'a pas été aussi flamboyant. Ils ont eu des occasions, mais ils n'ont pas pu mettre assez de buts. Succès logique. Logique, ce n'est que 2 buts qu'ils ont mis. Oui. Peut-être le retour, ça peut être autre chose aussi. Ils ont marqué 2. Le Paris Saint-Germain également en a marqué 1. Ça reste quand même 55% de chance pour les équipes battues par ce score-là en Ligue européenne des champions. Fifi, je me tourne vers vous. C'est quoi l'histoire de ce Paris Saint-Germain? C'est l'état d'esprit. Laissez-moi poser la question d'abord. S'il vous plaît. C'est l'état d'esprit du Paris Saint-Germain qui laisse à désirer, ou c'est Neymar, par exemple, le problème lorsqu'il dit, par exemple, que je n'ai pas choisi de jouer ce match, mais le staff technique me donne le feu vert. Moi, je pense que c'est Tuchel. Moi, avant tout, c'est Tuchel sur ce match-là. Maintenant, après ce qui... Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Tuchel, je ne sais pas ce qu'il veut prouver. Je ne sais pas ce qu'il veut prouver. Tu avais l'habitude de jouer d'une manière, ça marchait bien. Vous lui reprochez le système tactique 3-4-3? Moi, j'ai suivi le match, je lui reproche le système tactique parce que l'équipe
du Paris Saint-Germain ne s'est jamais retrouvé pendant 90 minutes dans cette rencontre. Mais c'est le même système qui a permis au Paris Saint-Germain de gagner largement face à Dijon, 6-1. Non, on parle de la Ligue des Champions. On parle là de la Ligue des Champions. Mais si le système a marché, on peut le mettre également ailleurs. Non, moi, bon, c'est ma conception des choses. Je me dis, on aurait pu jouer la dernière fois un 4-4-2 classique, qu'on aurait peut-être pu limiter plus les dégâts, s'en sortir avec un match nul et venir tranquillement à domicile. Mais quand on change de système et quand on se met à jouer comme ça, et pendant 45 minutes, et on a été acculé, dominé. Hakimi de ce côté, l'autre Guerrero. Guerrero, il y avait un jeune là, le jeune Sancho. Oui. Vous avez vu en première période. Vous avez entendu, il a le Sancho. Le Paris Saint-Germain, ça sort très bien avec un 0-0. Hein. Et moi, je me dis, en deuxième période, je me disais qu'il allait en tout cas changer un peu les choses pour que la deuxième période soit mieux abordée par le Paris Saint-Germain. Mais il est encore revenu de la même manière. On a vu les résultats. Le positif dans ce match-là, c'est le but marqué à l'extérieur. C'est le seul positif. Sinon, sur le reste, il n'y a rien à se mettre sous la dent du côté du Paris Saint-Germain. Roméo. Je crois que il y a, je dirais, de l'embrouille dans l'effectif parisien. Quand l'entraîneur dit que les joueurs ont joué avec la peur au ventre et les joueurs disent que non, ils n'avaient pas peur, on ne se comprend plus au niveau du Paris Saint-Germain. Maintenant, c'est le cas Neymar qui dérange un peu. Le joueur dit qu'il est en forme pour jouer les matchs, mais on l'a ménagé pour ces 2 semaines de compétition. Alors, si Neymar se sent capable de jouer, on l'aligne. Si Neymar ne peut pas commencer ce match, au moins qu'il soit sur le banc et entrer en seconde période. Heureusement, il a marqué. Maintenant, Tuchel n'arrive pas à... Il parlait des matchs de la Ligue 1. Oui, je sais. La sortie de Neymar, vous la comprenez? Est-ce qu'il a besoin de dire de telles choses en ce moment? C'est parce que tout le monde dit que c'est Neymar. Non, mais il n'a pas besoin de dire ça c'est parce Neymar. que ce sont les médecins qui donnent le feu vert. Quand on est blessé, après, ce sont les médecins qui... Vous pensez qu'il a toujours envie de partir du Paris Saint-Germain? Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. Roméo, vous continuez. Mais sur cette sortie-là, je pensais vous n'êtes pas d'accord là-dessus. Roméo? C'est vrai. Il a exprimé ce qu'il ressent. C'est parce que tout le monde critique Neymar. Il est venu au Paris Saint-Germain. Pour vous, il veut se défendre? Il veut se défendre. Même s'il ne l'a pas bien fait, il veut se défendre. Maintenant, le Paris Saint-Germain, comme l'a dit Fifi, a encore une chance de se qualifier. 2 buts encaissés à l'extérieur, on marque un but, c'est vraiment important pour la suite de cette compétition. Maintenant, il faudrait que les Parisiens soient concentrés sur le match retour. Tuchel a aussi un problème de communication. S'il ne peut pas s'exprimer en français, qu'il parle en allemand. Parce qu'il a un problème de déficit. Quand il veut s'exprimer en français, il n'arrive pas dire exactement ce qu'il pense. Vous pensez que des fois l'interprétation n'est pas vraiment ça? C'est pas ça. Franck Lougnama, encore une fois, on a l'impression que le Paris Saint-Germain, c'est toujours du toujours vu, quoi. C'est toujours en février la même chanson, la même chansonnette. Comment ça s'explique? Pour moi, ils s'en sont sortis quand même heureux avec ce score de 2-1. On ne doit pas polémiquer. Parce que tout a commencé sur ce match contre Amiens. Vous ne pouvez pas préparer un match de la Ligue des Champions. Vous voulez ménager les joueurs. Vous prenez 4 buts contre l'avant-dernier de la Ligue 1. Qu'est-ce que vous devez attendre face au Borussia Dortmund à partir de là, état d'esprit fragilisé? Avec une équipe rodée en la matière qui est techniquement présente sur... Regardez un peu le match. Les Borussiens étaient au-dessus techniquement, malgré la présence de Verratti, de Gay, de Marquinhos en milieu de terrain, les meilleurs dont on parle en la matière, ils n'ont pu rien faire. Face à la détermination de Hakimi, Guerrero, Sancho et tous les autres, Emre Can, cette équipe parisienne n'a pas existé. Parce que, comme Roméo l'a dit, il y a une mauvaise communication dans l'effectif, dans le staff, dans l'administration même du Paris Saint-Germain. Avec ça, on ne peut pas s'attendre à gagner des matchs de très très haut niveau, surtout en Ligue des Champions. Et voilà, donc ils ont eu le malheur d'avoir en face un certain Haaland qui était très opportuniste sur le premier but. Et puis, le deuxième but, il a envoyé un éclair à Navas qui n'a pu rien faire. Ça a même fait du bruit lorsque le ballon rentrait dans le filet. Donc, je pense que le Paris Saint-Germain, cette équipe veut devenir un grand d'Europe. Et pour ça, il y a beaucoup de choses à corriger. Les joueurs, la communication, pour vous, aujourd'hui, ne sont pas vraiment... Ils sont un peu sur, on va dire, des nuages. Il faut qu'ils redescendent. Ils se voient trop beaux? Trop beaux. Lorsque vous regardez la sortie de Neymar, moi, je ne suis pas d'accord. Il cherche une échappatoire. Lorsque vous devez jouer, le staff médical a son mot à dire.
Mais si on l'alignait et qu'il se blessait, c'est un joueur fragile physiquement et le club a raison de vouloir le préserver. Ce n'est pas une mauvaise décision. Je crois qu'il a été mauvais, on peut le dire, entre griffes. Sur ce match, il a marqué, mais il n'a pas besoin de faire une telle sortie. C'est encore plonger l'équipe quelques jours ou bien quelques semaines avant le match retour. Exactement. Et ça n'arrange pas le Paris Saint-Germain. En tout cas, on suivra le feuilleton. Encore une fois, Neymar du côté de Paris Saint-Germain. Il y a un journaliste français qui a dit « Vaut mieux virer Neymar du Paris Saint-Germain une fois pour de bon ». On va s'intéresser au match de mercredi. Mercredi, il y a eu un intéressant duel entre Tottenham et Leipzig. J'ai envie de poser cette question à Joël Aïe parce que José Mourinho est passé entre-temps du côté de votre club préféré, Manchester United. Est-ce qu'aujourd'hui, sans langue de bois, José Mourinho est en train de perdre la main en matière de football? Oui. Bon, en matière de football, jusqu'à aujourd'hui, ce qu'il est en train de prouver, ça montre. Nous parlons de l'actualité. Clairement que. L'actualité. Il perd la main. C'est le revers de ce qu'on connaît de Mourinho. Parce qu'aujourd'hui, Mourinho, on le connaît très bien pour ça. C'est un monsieur qui a une gueule très forte. Il s'en prend à ses joueurs, à ses éléments. Des fois, pour se défendre, il jette le discrédit sur ses joueurs. Il les attaque même en conférence de presse. C'est un monsieur vraiment que j'aime beaucoup. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est clair que c'est pas le meilleur Mourinho. Vous ne le reconnaissez pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Ce problème avec cette équipe de Tottenham, ce sont les joueurs qui n'ont pas, ou bien quelque part, il se perd un peu dans ces petits papiers. Bon, généralement, quand Mourinho vient dans une équipe, il a pour l'habitude de mettre sur pied une équipe commando, comme on le dit. C'est-à-dire, il recrute certains joueurs, il constitue un effectif. Ses joueurs à lui, voilà, il fait ses choix, il les fait venir, il constitue un effectif et il s'attaque à une compétition, il gagne, il fait des merveilles sur une année, 2 ans et puis voilà. Il disparaît et les joueurs sont essoufflés juste après. Le dernier trophée avec United, c'est la Ligue Europa, avec José Mourinho. Et voilà que Mourinho arrive à Tottenham. Il avait demandé à certains joueurs, mais qui n'a pas eu. Et il doit faire avec l'effectif qu'il a, puisqu'il y a aussi, n'oubliez pas, le faible financier. Oui, et puis il y a Harry Kane également qui est blessé. Surtout. Ça leur fait mal. Hein. Eriksen qui les a quittés pour l'Inter-Milan. Voilà, donc il a perdu certains joueurs, il veut recruter d'autres, mais pour le moment, il n'a pas le choix. Mais il est obligé de faire avec. Maintenant, au lieu de ménager ceux qu'il a sous sa garde maintenant, il s'en prend à eux, il les rentre dedans. Vous ne comprenez pas, c'est du pur Mourinho. Roméo, on va parler de ce joueur qui n'est autre que Hugo Lloris. La dernière fois, il a vraiment sauvé cette équipe de Tottenham face à Leipzig. Ouais, je pense que c'était le meilleur. Il est dans son rôle. Il est dans son rôle. Il a fait 90% du match. Le reste, c'est pour les joueurs de champ de marquer ne serait-ce qu'un but pour faire plaisir aux supporters qui s'étaient déplacés. Je pense que dans cette rencontre, tactiquement, Tottenham n'était pas au rendez-vous. Quand on prend Leipzig, une équipe très jeune d'ailleurs, très vive sur les actions. Mourinho, voilà, il n'a pas les joueurs qu'il souhaite avoir pour cette compétition, mais il doit faire avec ceux qui sont là. Il pouvait jouer autrement contre Leipzig et limiter les dégâts et s'en sortir avec... Au mieux, peut-être un nul. Voilà, un nul, 0-0, pourquoi pas. On l'a dit, Kane n'est pas là. C'est le meilleur buteur du club. Son également blessé. Ça fait que offensivement, cette équipe n'avait pas les joueurs qu'il faut. Et en conférence de presse, il a dit on ne peut pas aller à la guerre avec un pistolet sans balles. José Mourinho. Donc c'est clair que cette équipe au plan offensif n'était pas là. Maintenant, on va attendre le match retour. Le Tottenham est capable. Il l'a fait face à Ajax, donc c'est encore possible. Exactement. Sauf qu'avec Tottenham de l'autre côté, face à l'Ajax, c'était Mauricio Pochettino. Oui, le problème en fait de José Mourinho, vous savez, c'est la première fois qu'il prend un club en cours de saison. Voilà. Et ce n'était pas évident, Mourinho, par rapport à sa philosophie. Depuis qu'il est arrivé à Tottenham, il n'arrive pas à mettre en place ce qu'il veut. Et puis, il a perdu, Roméo l'a dit, ses hommes de devoir, les pièces maîtresses comme Harry Kane, comme Minson, comme Sissoko. L'attaque est quand même dégarnie. Aujourd'hui, moi je crois que Mourinho a changé un peu de discours, même si la dernière fois, après la défaite, il a refusé de répondre à un journaliste parce qu'il dit que sa question était déplacée. Donc, on peut le comprendre parce qu'il était un peu furieux. Donc, face à cette équipe de Leipzig très jeune, avec un entraîneur de 32 ans, vous savez que c'est un football porté vers l'avant, en 3 contre 3, alors que Mourinho lui proposait
un 4-2-3-1. Donc il n'y avait pas forcément des arguments avec Lucas un peu esselé de faire la différence face à une défense bien en place de Leipzig. Donc il était un peu déboussolé. Bon, moi j'ai envie de dire qu'avec cet effectif, il n'avait pas, on va dire, les armes nécessaires pour rivaliser avec une équipe qui, depuis plusieurs saisons, est en progression constante. Donc, c'est une défaite. Mourinho doit faire un choix. Oui, je crois qu'il doit faire un choix, sauver peut-être, on va dire, le podium au niveau de la première ligue, parce que là, il n'a pas les moyens pour pouvoir faire les choses comme il le souhaite. Voilà, Joël n'est pas d'accord, c'est ça? Vous n'êtes pas, je vous voyais faire le petit doigt comme ça. Oui, la 4e place, c'est pas pour Tottenham. Ah, c'est pour qui? Manchester. Chacun défend son territoire. De toutes les façons, je vous imagine face à José Mourinho. Belle victoire la dernière fois. On va évoquer cette très belle victoire de l'Atalanta Bergame. 4-1 face à Valence. Ah oui, Fifia Sogbavi, cette équipe italienne ne finit pas de nous surprendre. Oui, bien sûr. Depuis, on en parlait depuis la saison dernière. Oui. C'est une machine à marquer de buts. Ah oui. On ne l'attendait pas à ce niveau, mais vous imaginez à ce niveau de la compétition, marquer quand même 4 buts. Vous les voyez déjà en quart? Oui, en principe, quand tu... En principe. C'est peut-être le Paris Saint-Germain qui n'arrive pas à le faire, mais quand on marque, on est une équipe italienne, on marque 4 buts. Ah oui, hein, ça... il faut s'assurer une place en quart de finale. En quart de finale. Sauf Tounami, cette équipe est en confiance. Elle est en confiance avec un 3-5-2 difficilement bougeable. Oui, donc ils sont en confiance. Je ne vois pas Valence marquer 3 buts à cette équipe sans qu'elle ne marque. Même dans le Calcio, c'est une équipe qui fait peur désormais. Elle s'accroche, elle dérange les grands. Donc c'est très bien pour cette équipe. C'est une première d'ailleurs, il faut le dire. Absolument. Première participant à la Ligue européenne des champions. Il faut rappeler que c'est une équipe entraînée par Gianpiero Gasperini. Il a été limogé entre-temps pour mauvais résultats du côté de l'Inter aujourd'hui. Ah oui, c'est tout simplement l'embellie pour cet entraîneur à la tête du club bergamasque. Oui, on a parlé de la Ligue européenne des champions, les 8e de finale aller. La suite, c'est mardi et mercredi prochain avec l'entrée en lice des clubs comme la Juventus, comme le Barça, comme le Real Madrid, comme le Bayern Munich. On va en parler naturellement lundi dans l'émission Plateau Foot Europe. Et puis cette déclaration de Lionel Andrés Messi, on lui a posé la question, pour vous, qui sont les clubs favoris pour cette Ligue européenne des champions? Je vous cite ce qu'il a dit. Il a cité Liverpool, il a parlé de la Juventus, du Real Madrid et du Paris Saint-Germain. Et il n'a pas parlé du Barça? Pas du tout. Pas du tout. Il n'a pas cité son club. Mais là, c'est grave. C'est grave? Mais c'est sa déclaration. Je pense qu'il ne se met pas de pression. Hein. Justement. Ah voilà. C'est une communication. Oui, c'est une communication bien choisie. Ne pas se mettre la pression, ni mettre la pression sur le club. Surtout, on se souvient la saison dernière. Attention. Quand on est joueur du Barça, dit que le Barça... Fifi, vous vous rappelez de l'élimination de l'année dernière. Et puis, le Barça n'a pas de bons souvenirs face au club italien. Vous en savez quelque chose. Donc voilà un peu ça. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est quand même un peu gauche. C'est une communication bien préparée. Bien préparée. Il a bien choisi. 2 éliminations de suite. Et comment? Je vous laisse faire les critiques partout, que ce soit au bureau, voilà quoi, à l'école ou à l'université, partout où vous vous retrouvez en ce moment même en suivant cette émission. On va remonter le générique PFE derrière, nous brossons la Ligue Europa. Nous parlons de la Ligue Europa avec cette belle surprise. Oui, nous posons bien nos mots. Retafe qui s'est imposé 2-0 face à l'Ajax. Oui, cette équipe qui a fait des misères à certains clubs l'année dernière en Ligue Européenne des Champions, mais qui ne se retrouve pas pour l'instant en Ligue Europa. On va écouter le message ou l'interview du capitaine de Retafe, Djenda Konam. C'est un super résultat, je suis tellement content, je suis fier de mon équipe. Mais sachez qu'on était bien préparés, surtout mentalement, pour affronter cette équipe, cette belle équipe, avec des joueurs exceptionnels. Il faut se dire que rien n'est encore fait. Il reste le match retour, qu'on va aller jouer chez eux. Il faut garder la tête tranquille et se préparer pour ce second match. Nous sommes une équipe très compacte qui donne beaucoup d'intensité. On l'a encore prouvé. Les joueurs, il faut vraiment les féliciter. C'est pas du tout facile. On va toujours continuer et les gens croiront en nous. Donc on a essayé d'être un peu agressif, faire des fautes tactiques et je pense que ça a payé. Et le deuxième but est arrivé à un moment décisif et je pense que ça nous a bien aidé. Fifi,
Qu'est-ce que vous retenez de la déclaration de Jane? Ouais, ça fait quand même chaud au cœur de l'écouter comme ça après un match de Coupe européenne. Ça n'arrive pas souvent d'entendre un Togolais dans cette situation, mais il faut reconnaître que Getafe fait un bon parcours, hein, aussi bien en Europa League qu'en championnat. C'est un club qui ne prend pas beaucoup de buts et ça, c'est une assurance pour eux. Face à l'Ajax, moi, je me disais que ce serait compliqué quand on se rappelle ce que l'Ajax a fait en Ligue des Champions la saison dernière et arriver à marquer 2 buts sans en encaisser face à l'Ajax. Et quand on sait que l'Ajax en Coupe européenne a du mal à jouer et chez lui à Amsterdam, quand on se réfère au résultat passé, c'est souvent compliqué pour l'Ajax à domicile. Si on croit que ça peut encore arriver, on se dit il faut mettre tout donner pour aller chercher une place en quart de finale pour Getafe et Jane Dakonam. Jane qui dit il faut garder la tête froide parce que là, ce n'est que la manche à lait. Roméo. Oui, je suis d'accord avec lui parce que cette compétition est imprévisible. Vous pouvez gagner au match aller, au match retour, on vous surprend. Oui. Heureusement que c'est une équipe professionnelle. Et tout fait, avant de jouer ce match contre l'Ajax, je pense qu'ils ont préparé le match là dans la rencontre face au Barça. Ils ont perdu que 2-1. C'était une rencontre très compliquée pour les Catalans. Ils s'en sont sortis heureusement avec 2-1. Getafe est en nette progression. Je pense que c'est une équipe qu'on n'arrive pas à cerner parce que à la défense et en attaque aussi, ça joue bien. C'est une équipe compacte comme il a dit. Ils défendent ensemble, ils attaquent ensemble. Je crois que s'ils gardent cette philosophie de jeu, et surtout avec un sang-froid, ils pouvaient se qualifier pour les 16e de finale. Franck Mougnama, les 8e, voilà. Oui, les 8e puisqu'on est au 16e justement, Roméo. Franck Mougnama, cette équipe de l'Ajax, elle déçoit. C'est parce que peut-être ils n'ont plus Frenkie de Jong, ils n'ont plus Matthijs de Ligt, et peut-être bientôt, c'est pas peut-être, mais Ziyech va les quitter. Est-ce que c'est une équipe qui va sombrer dans les mois, les années à venir? Doit-on voir les choses de cette façon? Sombrer, c'est peut-être trop dire, mais il faut retenir quand même que cette équipe a perdu certains de ses meilleurs joueurs. Lorsque vous prenez De Jong, lorsque vous prenez Matthijs qui est du côté de la Juve, ces joueurs, Ziyech qui s'apprête à quitter, ces joueurs ne sont pas aussi facilement remplacés. C'est des talents, c'est des valeurs qui quittent l'équipe. On comprend que Erik ten Hag fait le travail pour rapidement faire oublier ces jeunes, mais l'Ajax d'Amsterdam, lorsqu'on voit un peu ce que cette équipe a produit la saison dernière, elle a baissé un peu en intensité dans la production même de son jeu. Les Tadic sont restés, c'est vrai, mais ce n'est plus la même chose, ce n'est plus la même verve. Il manque quelque chose à cette équipe pour répéter les exploits de la saison dernière. Maintenant, face à Getafe, qui est une équipe très difficile à bouger avec les Jane, les Echeta, les Suarez, les Ampadou. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de pouvoir bouger cette équipe. Il a dit, nous sommes une équipe très compacte, nous faisons des fautes tactiques. Vous allez voir même dans le jeu, Jane lui-même, il a pris un jaune parce que là, il commet déjà la faute très loin pour ne pas permettre à l'Ajax de placer son offensive. Donc, je crois que c'est très intelligent. Aujourd'hui, c'est une fierté de voir un joueur togolais à ce niveau et qui est même interviewé au-delà du match. Donc, c'est très intéressant et qu'on puisse quand même parler comme ça de Getafe, tant en championnat qu'en Coupe européenne. Vivement qu'il puisse continuer comme ça. Joël, votre avis sur cette équipe de la banlieue de Madrid, Getafe? Oui, et elle a été exemplaire, tout simplement. Voilà, Jane l'a tout dit dans son interview. Oui. Voilà. Ils ont fait un bon match. Moi, je les encourage vraiment. Vous les voyez se qualifier pour les 8e? Oui, parce qu'ils ont l'envie. Ils ont l'envie. Et quand tu les vois jouer, c'est que c'est un effectif. On comprend qu'il n'y a pas forcément une star. Oui. Donc, c'est un groupe qui joue. Tout le monde. Jane n'est pas la star de l'équipe? Pour l'heure, il deviendra bientôt la grande star. S'il reste là-bas. S'il reste, parce que là, il y a les sirènes également qui... voilà quoi. De tous les côtés. Et je souhaiterais même qu'il rejoigne l'Angleterre. Pourquoi pas la saison prochaine? Manchester United.
Pourquoi pas? Décidément. On en a besoin. Mais Bailly a fait un grand retour. Hein. N'est-ce pas? Oui, bon. En tout cas, Jane peut tenir à côté de Bailly. Hein, aujourd'hui, il a sa place dans toutes les grandes équipes d'Europe. Hein. Ça, sans langue de bois, il faut le lui reconnaître. Oui, en tout cas, c'est un géant au pied d'argile. Ah bon. on va en parler tout à l'heure. Et puis Retafe, on l'a dit, on va juste répéter que ça va être 2-0 face à l'Ajax. Quelques résultats enregistrés. On va parler également de la belle victoire de l'Inter Milan, 2-0 sur la formation de Ludogorets. Non, c'est un succès logique hein, pour les Italiens après être reversés au niveau de cette Ligue Europa. La belle victoire de Wolverhampton, 4-0 face à l'Espagnol Barcelone. Fifi, on a l'impression que les clubs anglais aiment désormais cette Ligue Europa au détriment des Espagnols. Ah oui, Avant de vous laisser continuer, il y a Wolverhampton qui a gagné 3-0, il y a Arsenal qui a gagné 1-0, un but partout entre United et puis le FC Bruges. Un déplacement, bien sûr, pour bien Manchester sûr. United. Oui, comme tu l'as dit, il y a quelques saisons, c'était Manchester qui avait soulevé le trophée. Oui. Donc, on les voit de plus en plus. Vous savez, moi, je me dis, aujourd'hui, l'Europa League commence à avoir de la cote par rapport à quelques années auparavant. Chelsea aussi l'a gagné. Hein. Chelsea, bien sûr, aussi l'a gagné. Donc, de plus en plus, les grands clubs qui sont reversés se donnent les moyens d'aller chercher ce trophée-là. Alors qu'auparavant, on les voyait plus jouer avec l'équipe B, tuer un peu le temps, tout simplement. Maintenant, ils se sont rendus compte qu'on peut aller gagner ce trophée-là. Et parfois, ça permet, comme ça, le gagnant se retrouve en Ligue des Champions directement. Aussi, ça est plus insistant comme ça d'aller chercher. Donc, on comprend pourquoi certains clubs, surtout les Anglais, commencent à aimer ce tournoi ou bien cette compétition. On va également rappeler la belle victoire du FC Bâle, 3-0 face à l'Hapoel Nicosie. Un but partout entre l'AZ Alkmaar et l'ASK Wolfsburg qui s'impose 2-1 face à Malmö. Une petite victoire, 1-0 de l'AS Roma face à la Gantoise. Et puis, il y a eu 5 buts entre Glasgow Rangers et le Sporting Braga. On rappelle que de ce côté, les meilleurs buteurs, ils sont deux à être là. Il y a Daichi Kamada qui est un Japonais. 6 buts marqués. Et puis Diogo Jota également qui a 6 réalisations à son compteur. Fini pour les Coupes européennes cette fois-ci. On va parler des majeurs et la première direction. On va prendre justement, le billet pour rejoindre le pays d'Elton John. English Premier League News. Alors, nous parlons du pays justement d'Elton John qui a été président du club de Watford. Hein. C'est quelqu'un qui aime beaucoup le football. Vous connaissez bien Elton John, messieurs, dames? Daniel is travel tonight on a plane. Wow. Eh bien, dis donc. Oh, Daniel, my brother, you are older than me. Do you still feel the pain? C'est ça, Elton John. Wow. C'est ça, Elton John. Voilà. Bravo, je ne savais pas que vous aviez autant de... Vous arrêtez là. Merci, messieurs. On va continuer justement au plateau foot avec les nouvelles de la première ligue anglaise. Alors, il y a ce match, Franck Nouniaman, entre Leicester et Manchester City. Les deux clubs qui sont toujours derrière cet inarrêtable Liverpool. Oui, Leicester a perdu un peu de son dynamisme. On a connu ce club très accrocheur en début de saison et après, petit à petit, il s'est effrité, il a perdu en confiance. Jamie Vardy, qui est le meilleur buteur du club et même de la première, ne marque plus. Je ne sais pas si c'est son dernier bébé qui fait le problème, mais bon. Donc City, par contre, tente de revenir. Oui. On veut quand même si on sait qu'on a déjà perdu le titre, on veut être dauphin quand même. Donc ça va être un match très très intéressant, très ouvert et j'espère que ou bien sur ce match, City me paraît plus en forme, plus à même de prendre les 3 points. Fifi, aujourd'hui, cette équipe de City, c'est vrai, également engagée en coupe, en Ligue européenne des champions et en championnat. Il n'y a que 4 points qui séparent les deux clubs. Hein. Au classement. Au classement, 4 points, c'est beaucoup, mais c'est peu également quand on s'appelle City. City a quand même les moyens de revenir et de reprendre
Je crois que c'est la deuxième place. Exactement, qui est en jeu. Qui est en jeu. Et comme l'a dit tout à l'heure Franck, je pense aussi que depuis un moment, on ne retrouve plus ce Leicester qu'on a vu et qui dominait tout le monde, qui était capable de battre n'importe qui. Et c'est vrai qu'au niveau de City aussi, ça ne va pas très très fort. Très fort, oui. On joue, c'est parfois une victoire, parfois des matchs nuls, même des défaites. Et donc, ce sera compliqué pour les deux clubs, mais je donne un léger avantage à City sur cette rencontre. Sur cette rencontre. Roméo Yetor, on va parler du derby londonien entre Chelsea et Tottenham. José Mourinho qui retrouve son entre d'antan, le Stamford Bridge. C'est un match à suivre de près. Les deux équipes en championnat cherchent à valider une place pour la saison prochaine en Ligue européenne de football. Surtout avec cette défaite de Tottenham en Ligue des Champions, il faut réagir. Même si l'équipe est en déplacement. Maintenant, Chelsea, on se souvient du match face à Manchester United. Ils ont perdu. Ils ont perdu. Et là, je pense que cette équipe aussi va vouloir se relancer. On va s'attendre justement à un match assez intéressant. Maintenant, José Mourinho, est-ce qu'il va fermer le jeu ou bien va l'ouvrir pour aller chercher les Blues? C'est ce qui reste à voir. That is the question. José Mourinho versus Frank Lampard, son ancien maître de jeu lorsqu'il était du côté. Mais du côté de Chelsea, j'ai l'impression qu'on manque quelqu'un dans l'attaque. Tammy Abraham ne le fait plus selon vous? Quand j'ai suivi le match face à Manchester la dernière fois, il manquait véritablement cet attaquant-là qui puisse déranger les défenses. On a vu l'entrée de Giroud qui... Il y a Batshuayi qui est là. Bon. Oui. Batshuayi aussi qui n'était pas très en forme la dernière fois. Et puis dernièrement, ils ont perdu également N'Golo Kanté sur blessure. Oh là. Ça va être... C'est pas bien là. C'est pas bien pour l'équipe des Blues de Chelsea d'un certain Roman Abramovich. On va parler de Manchester United qui reçoit à domicile Watford. Ah oui, les Red Devils, on le vend en poupe. Oui, pourquoi pas. C'est dit qu'on va tout faire pour conserver cet avantage, bien gagner les 3 points à nouveau comme on l'a fait la dernière fois. Actuellement, United est 7e. Oui, 7e au classement. 7e au classement. Oui, 7e au classement. Oui. Bon, ce derby entre Chelsea et Tottenham va départager. Vous aurez souhaité la défaite de Chelsea? Bon, souhaité, mais j'aurais voulu vraiment que soit il fasse un match nul, carrément Tottenham gagne. Parce que Tottenham, j'aime beaucoup Mourinho, je veux le voir prendre des points. Mais ce qui est sûr, on aura Watford en face le dimanche à Old Trafford. Pourquoi ça pas? ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Oui, mais quand même, ça va passer. Bon, Watford avant-dernier au classement. Mais attention également, parce que Manchester, cette saison, ce sont ces gens de clubs qui le dérangent véritablement. Qui les embêtent. Quand vous voyez toutes les victoires de Manchester, c'est face aux gros. Les petits, les petits, on ne comprend pas même à domicile, donc il va falloir véritablement faire attention. Mais maintenant, le match qu'a produit Bailly la dernière fois, c'était... Ça vous rassure? Par rapport à la défense avec Maguire à côté. Ils ont marqué 200 en encaissés, ça c'est intéressant. Ça en encaissé, c'est intéressant et il faut d'abord assurer cette défense-là et aller chercher la victoire. Peut-être une renaissance défensive avec le retour de l'Ivoirien. Bon, on verra sur ce match-là. Pourquoi pas. On va parler également de ce match entre Arsenal et Everton. Oui, ça s'annonce un match très intéressant entre Gunners et puis Toffees. Et puis le match du leader, ce sera lundi, on aura tout le temps d'en parler. Liverpool face à West Ham United. Fini pour la première ligue. Cette fois-ci, nous prenons quelle direction, Tewa Javon? Oui, le pays de Julio Iglesias. Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la liga. Sí, suena la crecida de Casemiro, haga la primera, gol. Ah oui, Seigneur Yetor, le Real Madrid, leader, certes, qui a fait un nul coupable face au Celta Vigo, est encore au front ce week-end. Justement, et c'est samedi pour le compte de la 25e journée. Le Real Madrid est en déplacement sur la pelouse de Levante. On va voir Levante dans le classement, occupe la 13e place. C'est pas une équipe aussi qui est bien classée dans le classement, mais attention, on connaît le Real, c'était de partout face au Celta Vigo qui était 17e. La 25e journée s'ouvre déjà ce soir avec une rencontre, Betis Séville contre Mallorca. Demain, samedi, le reste des rencontres. Celta Vigo reçoit Leganés. Le Football Club Barcelone joue contre Eibar. Et Eibar, dans le classement, est 16e.
On suivra également ce match entre la Real Sociedad et Valence. Dimanche, Osasuna reçoit Grenade. Athletic Bilbao est en déplacement chez Alaves. Valladolid face à Espanyol Barcelone. Getafe contre Séville. Un match aussi intéressant à suivre. Et pour le dernier match de dimanche, Atlético Madrid contre Villarreal. Roméo, une petite info en 30 secondes. Braithwaite, joker médical du Barça. Vous confirmez? Oui. Ah oui. Il est venu pour remplacer Ousmane Dembélé. Oui, je pense maintenant il faudra qu'il travaille pour gagner cette place. Exactement. Parce que cette place-là n'est pas donnée à n'importe qui. Le Barça aujourd'hui a besoin de quelqu'un qui peut marquer de buts, comme le fait souvent Luis Suarez dans des rencontres assez difficiles. Maintenant, on attend que le joueur prouve sur le terrain. En tout cas, on suivra peut-être la sortie de Braithwaite ce week-end avec le Football Club Barcelone. Muchas gracias, señor Yetor. Cette fois-ci, direction le pays de Sébastien Bach. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. Le championnat d'Allemagne avec son patron Frank Nunyama. Oui, on joue la 23e journée. Ça commence dès ce soir avec le match entre le Bayern de Munich et Paderborn. Beaucoup disent qu'il n'y a pas photo. Le duel des extrêmes. Oui, ça reste un match de football. Attention tout à fait. Aux leaders. Et demain, il y aura plusieurs matchs. On parle d'abord de ce match entre Werder et le Borussia Dortmund. Peut-être très en confiance après avoir battu le Paris Saint-Germain. Exact. Les Jaunes et Noirs se déplacent chez le Werder. On a Mönchengladbach et Hoffenheim. Hertha Berlin joue contre Cologne. Fribourg a rendez-vous avec Düsseldorf. Schalke 04 Leipzig. C'est un match qui s'annonce intéressant aussi. Ah oui, très intéressant. Oui, le duel à distance entre le Bayern et puis Leipzig. Et puis dimanche, on aura Leverkusen contre Wolfsburg, Mayence. Et lundi, ce sera la fin de cette 23e journée dans un match entre Francfort et Union Berlin. Info, il semblerait que Corentin Tolisso ne serait plus dans les plans du Bayern Munich. Vous confirmez? Oui, on l'a constaté depuis un moment, depuis l'arrivée de Dieter. Ce joueur ne fait plus partie forcément des cadres, des hommes, on va dire, de confiance du technicien. Donc, il perd un peu les pieds par rapport à l'Euro qui vient. Donc, c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle pour lui. Aïe. Monsieur Flick, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il s'est trop blessé aussi. Oui. Il est trop, mais les blessures aussi ont une raison de lui. Mais aucun joueur ne souhaite se blesser. Hein. Oui, mais les clubs... Mais Coman revient. C'est le foot business. Comme son compatriote Coman. Il se blesse souvent, mais lui, il a l'habitude de revenir. On a souvent l'habitude de torcher sur Abou Diaby, mais il y a d'autres qui... Il y a d'autres, hein. Il y a par exemple. Diaby, lui, c'est vraiment, comme il le dit, c'est un record. Hein. Il fait partie justement du livre. C'est un peu comme Raza Boukari. Voilà, un peu ça. Oh là là. On se moque pas de vous, hein, cher joueur, parce que ça nous fait mal de ne pas vous voir sur les pelouses de football. Donc, schön, Herr Nunyama, et nous parlons de notre football, le pays de Luciano Pavarotti. Tutto calcio Italia. Spacca la porta, segna anche Deep Cup. La 23e journée du côté de la Serie A italienne avec déjà un avancé aujourd'hui. Brescia face au Napoli. Ah oui, c'est un match que nous vous recommandons qui c'est peut-être la victoire de Brescia de Balotelli face au Napoli. Demain samedi, on aura deux belles rencontres. La Fiorentina face au Milan AC. Et puis la Juve est en déplacement du côté de Spal Ferrara. Attention, la Juve a déjà connu une défaite face au Hellas Vérone cette saison. Attention justement à la surestimation. Dimanche, on aura 4 rencontres à suivre et pas des moindres. L'Inter Milan qui reçoit la Sampdoria de Gênes. L'AS Roma est au révélateur de Lecce. Le Genoa accueille la Lazio Rome. Cette équipe qui fait sensation en ce moment du côté de l'Italie. Et puis un duel intéressant à suivre entre l'Atalanta Bergame et Sassuolo. Oui, le club cher à Franck Nunyama. Voilà pour la Serie A italienne. Nous bouclons le tour des majeurs, le calendrier du week-end avec cette fois-ci direction le pays de Pascal Obispo.
Monaco le champion, et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. Ah oui, Pascal Obispo, c'est une grande star de la musique française qui est un fervent supporter des Girondins de Bordeaux, Fifi Assogbavi. Et Bordeaux joue dimanche face au Paris Saint-Germain. Au Paris Saint-Germain, au Parc des Princes. Est-ce que le Paris Saint-Germain, après cette défaite en déplacement. Cette petite défaite. C'est quand même une défaite et un déplacement et tout ce qui a suivi tout cela. Est-ce que le Paris Saint-Germain va pouvoir se relever? Vont-ils retrouver la sérénité? Vont-ils retrouver la sérénité? C'est la question qu'on doit se poser maintenant parce qu'on sait que les talents sont là. Maintenant, il va falloir retrouver cette sérénité-là pour pouvoir gagner ce match et se remettre en confiance avant le match retour qui se joue en tout cas dans Bordeaux est prenable? Oui, je pense pour le Paris Saint-Germain, je pense que tous les clubs de la Ligue 1 sont prenables pour le Paris Saint-Germain. Même si Bordeaux, avant le match, avant la défaite face à Marseille, était quand même sur une bonne lancée. Tout à fait. Et je me dis, quand on s'appelle le Paris Saint-Germain, quand on joue au Parc des Princes, on doit pouvoir quand même battre Bordeaux. Alors, cette équipe de Bordeaux qui a fait rêver tant de jeunes joueurs, hein. Je me rappelle des Lilian Lasland, des Kavenaghi, de très bons joueurs du côté de cette équipe de Bordeaux. Ce n'est plus forcément le cas aujourd'hui. Les nouvelles de l'Olympique de Marseille. Marseille reçoit Nantes. D'accord. Ça aussi, c'est un classique du foot français. N'est-ce pas, Franck Mougnama? Oui, c'est un bon match, surtout que Marseille reste sur une série de victoires et a envie quand même de continuer. C'est un match assez intéressant. On sait que sur le match aller, je crois que Marseille avait gagné aussi. Ça peut être, on va dire, une motion psychologique. Donc, je pense que ça reste un classique et c'est un match à suivre. Hein. Oui, c'est un match, comme tu viens de le dire, à suivre de très près, surtout que Marseille sort également d'une très belle victoire face à Lille. Et là, tout se passe bien. Marseille doit pouvoir gagner ce match. Pour les autres rencontres, on va parler peut-être de Monaco qui se déplace à Dijon. Oui. C'est jouable également. Montpellier qui se déplace également à Angers. Strasbourg qui reçoit Amiens. Saint-Etienne qui joue Reims. Rennes qui joue Nîmes. Et aujourd'hui déjà, Nice reçoit Brest et puis Metz. Lyon se déplace à Metz. Attention, Lyon qui ces derniers temps. Un match piège pour Lyon que depuis ces derniers temps, comme vous le dites, Lyon qui a véritablement du mal depuis les blessures de ses cadors, qui a véritablement du mal. Et Lyon qui est en train de préparer le match face à la Juve. Bien sûr. Donc, en tout cas, un gros match en perspective. Un gros match en perspective. Mais je pense que Lyon peut quand même faire ce match-là. Actuellement, les Gones sont 11e au classement avec 34 petits points. Depuis à un moment donné du championnat, ils étaient pratiquement dans les derniers du championnat. Mais depuis un moment aussi, ils reviennent. Ils sont à la 15e position. C'est bien. Hein. C'est bien pour eux. Puisque pour eux, c'est assurer le maintien. Cette saison. Qui est le plus important. On va parler de cette équipe de Marseille. Joël, comment vous appréciez le travail de André Villas-Boas? Oui, ce monsieur, vraiment, moi je vais vraiment regretter si jamais il partait et à voir ce qui se passe aujourd'hui. Tu es Marseillais? Non, pas du tout. Moi je suis mancunien. Mais c'est une équipe que j'aime beaucoup parce que quand je vois ce que fait ce monsieur Villas-Boas, vraiment, c'est un monsieur qui impacte vraiment ses joueurs. Il arrive à leur donner du pain. Il les amène, c'est-à-dire même quand Marseille encaisse un but, il ne panique pas, c'est un monsieur qui est toujours serein, il inculque cette sérénité à son équipe, à ses joueurs, il les emmène à se donner, à donner le meilleur d'eux et souvent ça finit toujours par payer. Il a réussi, moi je le dis toujours, à Marseille il y a deux joueurs, quand ces deux joueurs sont en forme, l'équipe marque. Sarr et Amavi. Quand Sarr et Amavi sont surtout, Amavi est en forme, ou bien il arrive à réussir des actions, soyez-en sûrs, même à la 99e minute, Marseille va marquer un but. C'est toujours comme ça, c'est bizarre. C'est un monsieur vraiment, aussi bizarre qu'il est, il arrive quand même à faire des trucs bizarres sur le terrain et il délivre des passes même auxquelles on ne s'attend pas et voilà. Ça donne du meilleur, il donne le meilleur de lui. Villas-Boas, vraiment, c'est un monsieur à conserver par cet effectif parce que si les joueurs qui sont absents aujourd'hui reviennent, aujourd'hui Thauvin a repris petit à petit l'entraînement, Payet pourra revenir. Et quand tout cet effectif sera là, si jamais il accrochait cette deuxième place qui
je vois d'ailleurs l'heure déjà surtout ouverte. après leur victoire face à Lille. À Lille, oui, ça c'était oui. une très belle victoire. C'était une très belle victoire. Une place qui les tend largement ou bien ouvertement les bras. Il leur suffisait juste d'accrocher cette place et puis se trouver en Ligue des Champions. Et s'ils arrivaient vraiment à le faire, je pense que cet effectif peut faire quelque chose de beau. Non, moi, oui. je ne pense Fifi? pas que cet effectif puisse faire quelque chose de beau en Ligue des Champions. Il va falloir... Il faut se renforcer. Il faut renforcer. À tout prix. Si on veut garder Villas-Boas, je crois qu'on doit sortir de l'argent tout à fait. pour renforcer cette équipe-là. Surtout que Marseille va se qualifier pour la Ligue des Champions. Certains joueurs voudraient bien quand même venir. Pourquoi pas? Puisque tout le monde veut jouer la Ligue des Champions. Exactement. Sur ce coup-là, Villas-Boas pourrait rester. Et puis l'ambiance au Vélodrome, elle est extraordinaire. magnifique. Ça vous donne la chair de poule tout simplement. Voilà qui est dit. Merci beaucoup, Sa Majesté Fifi Assobavi, pour toutes ces informations. On s'achemine petit à petit vers la fin de notre émission, mais on va quand même dire bonjour à quelques inconditionnels et puis aussi avoir une petite pensée d'abord pour Omar By. Il semble qu'il est parti, il nous a laissé. Voilà, ça fait très très mal. C'est quelqu'un aussi qui aimait bien le football, il faut le reconnaître. Dans la fleur de l'âge. Dans la fleur de l'âge. Et puis joyeux anniversaire à notre cher Justin Agbevon, le Barcelonais, le Catalan, justement. Ah oui, je me rappelle lorsque j'ai écouté cette mélodie pour la première fois, je me suis demandé est-ce que c'est un Togolais qui l'a chanté. Le lendemain, je suis allé chercher, effectivement, c'est lui, Omar By, je le découvrais. Je me suis dit, mais il est plein de talent et je pense qu'il a fait sa part. Il a fait sa part avant de nous quitter dans la fleur de l'âge. Mais c'est comme ça la vie, que puissions-nous faire devant la volonté du Très-Haut. Franck Ouniama, on va saluer quelques personnes et puis rendre le tablier finalement. Oui, un message d'Omar By qui travaille, qui donne la chair de poule. Toi, désespère pas. Exact. C'est vraiment deux mots très forts ce matin. Encore une fois, que la terre lui soit légère. Et on profite de l'occasion pour saluer tous ceux qui nous sont fidèles, qui perdent un peu de leur temps pour nous suivre tous les lundis, chaque vendredi. Bonjour à Pascal, Daniel et puis à Esther. Excellent début de week-end. Joël Aïe. Oui, bonjour à mon coach Amadou Mounirou, à Bib et surtout au très grand styliste et couturier Honoré. Vous passez à la comptabilité tout à l'heure, à force de faire la publicité à votre couturier. Bon, c'est pas mon couturier. Ah, d'accord. C'est un gars qui fait un bon travail. Ok. C'est vous qui vous a cousu ça aujourd'hui. Ah voilà, je comprends. Il est très triste, surtout une particulière pensée à tous les compatriotes qui nous ont laissé, que la terre le soit légère. Roméo Yetor. Ouais, toutes mes compassions au showbiz togolais. C'est vrai qu'un jour nous allons tous partir, mais j'ai l'impression que le Togo tue ses talents. Exact. Si aujourd'hui Omar By est décédé quelque part, c'est parce que le monsieur il est très triste. J'étais à sa dernière sortie d'album. Oui, en décembre dernier. Justement, il disait que pendant 7 ans, on l'a boycotté, on l'a ignoré. Il y a eu des coups bas. Et sur cet album, il ne prône que la paix, l'amour. Toutes les questions adressées à Omar By dit aimez-vous. Peut-être c'était son dernier message avant de nous quitter. C'est triste. Fort. Quoi. C'est très très fort. Quand on dit qu'il est mort, on n'a pas encore la confirmation d'une crise cardiaque. D'une crise, on se dit véritablement, il a été triste un moment de sa vie parce qu'on l'a perdu de vue. Oui. C'est vrai, comme le dit Roméo, pendant longtemps, on n'a plus entendu parler d'Omar By, mais on connaissait le talent de ce garçon qui repose en paix. C'est vrai, il a fait beaucoup, il a beaucoup donné à la musique togolaise. Oui. Maintenant qu'il repose en paix, on ne peut rien. C'est la volonté de Dieu tout simplement. Je voulais dire joyeux anniversaire à Justin Agbeko, là où tu te trouves. Beaucoup de grâce, longue vie à toi. C'est ça surtout. Et je salue également Koro. Oui, Brocadio Faustin. Oui, merci pour la dernière fois. Il va comprendre. Et tout simplement. On salue également en particulier Julien Danletti et puis Michel Takwa. Merci à toutes et à tous. On se donne rendez-vous lundi pour d'autres aventures du foot européen. Mille merci à Eloma Dovon. Merci également à Tewa Javon. Passez d'excellents moments en compagnie de la première radio de sport au Togo et en Afrique. Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Ciao, ciao.